Écoutez ce son. Ce n'est pas une bande originale. C'est l'émission radio réelle de Saturne qui hurle dans le vide de l'espace. Pendant des siècles, nous l'avons contemplé comme un joyau. Le joyau du système solaire. Un géant doré auréolé de lumière, glissant paisiblement à travers les ténèbres. Nous l'avons qualifié de belle. Mais la beauté est le piège le plus redoutable qui soit. Saturne n'est pas paisible. C'est un colosse violent, une sphère d'hydrogène et d'hélium qui tourne si vite sur elle-même qu'elle s'aplatit en forme de citrouille. C'est un monde de tempêtes impossibles, de cauchemars hexagonaux et d'une gravité si cruelle qu'elle déchiquette des lunes entières pour s'en faire des parures. Bienvenue chez le Seigneur du Chaos, et voici sa véritable histoire. Pas celle des manuels scolaires, pas la version simplifiée. Ce sera un voyage au cœur d'un monde qui ressemble à la plus belle chose de notre ciel, mais qui est en réalité l'un des endroits les plus violents de tout le système solaire. Nous allons commencer là où tout a débuté, par la façon dont nous avons découvert Saturne et par les raisons pour lesquelles elle nous a menti si longtemps. Il existe un moment dans l'histoire de l'astronomie dont peu de gens ont conscience, mais qui a changé notre compréhension de l'univers tout entier. C'était en 1610, à Padoue, dans une petite maison avec une terrasse, d'où le mathématicien et physicien italien Galilée a pointé pour la première fois son télescope vers Saturne. Et ce qu'il a vu l'a déconcerté. Saturne ne ressemblait pas à une étoile. Elle ne ressemblait pas non plus à Jupiter, que Galilée connaissait déjà. Saturne semblait avoir des oreilles. Deux étranges excroissances de chaque côté. Galilée n'était pas certain de ce qu'il voyait. Il nota que la planète se composait de 3 corps, un grand au centre et 2 plus petits de chaque côté. Parfois, ces excroissances disparaissaient complètement. Parfois, elles revenaient. Galilée s'est creusé la tête jusqu'à sa mort et n'a jamais résolu l'énigme. La réponse est arrivée 45 ans plus tard, en 1655. Lorsque l'astronome néerlandais Christian Huygens utilisa un télescope bien plus puissant et comprit ce que Galilée n'avait pas pu voir. Saturne n'a pas d'oreilles, elle n'est pas composée de 3 parties. Saturne possède des anneaux, un système mince et plat de cercles qui entoure la planète sans jamais la toucher. Ce fut l'une des révélations les plus stupéfiantes des débuts de l'ère télescopique. Aucune autre planète observée par l'humanité jusque-là ne possédait rien de semblable. Et cette découverte a posé une question à laquelle les astronomes cherchent encore une réponse aujourd'hui. D'où viennent ces anneaux? Mais remontons encore plus loin dans le passé, car Saturne fascinait les humains bien avant le télescope. Les civilisations antiques l'observaient à l'œil nu. C'est l'une des 5 planètes visibles sans instrument. Elle parcourt lentement, majestueusement, le ciel nocturne. Les Babyloniens la suivaient et enregistraient ses mouvements sur des tablettes d'argile. Les Grecs l'identifièrent à Chronos, le titan qui dévora ses propres enfants. Les Romains firent de Chronos Saturne, le dieu de l'agriculture et du temps. Dans la tradition hindouiste, Saturne s'appelle Shani et est considéré comme la planète qui apporte la souffrance, mais aussi la sagesse à travers la douleur. Il est fascinant de constater que presque chaque culture qui a nommé Saturne lui a attribué des caractéristiques de ténèbres, de temps et de fin, comme si elles avaient intuitivement pressenti quelque chose que la science moderne commençait à peine à révéler. Même en astrologie, discipline qui n'a rien de scientifique, mais qui témoigne de la façon dont les humains ont toujours projeté leurs angoisses sur le ciel, Saturne est associé aux épreuves, aux limites et à l'inexorable passage du temps. Le mot saturnien, en français, désigne quelqu'un de mélancolique, de sombre. La planète a imprimé sa marque jusque dans notre langue. Saturne est la 6e planète en partant du Soleil. La distance qui les sépare est d'environ 1,5 milliard de kilomètres. La lumière met environ 1 heure et 20 minutes pour voyager du Soleil jusqu'à Saturne. Pour comparaison, elle atteint la Terre en 8 minutes. Réfléchissez à ce que cela signifie. Saturne ne reçoit qu'environ 1/100 du rayonnement solaire que reçoit la Terre. C'est un monde au bord des ténèbres.
un endroit où la lumière du Soleil arrive si faible qu'on aurait du mal à lire un livre. Et pourtant, même dans cette pénombre, Saturne brille, car son atmosphère réfléchit la lumière solaire avec une efficacité surprenante. Du point de vue de la physique, Saturne est une anomalie fascinante. C'est une géante gazeuse, la deuxième plus grande planète du système solaire après Jupiter. Mais voici la première surprise qui va bouleverser vos idées reçues. Saturne est énorme, mais en même temps incroyablement légère. En réalité, Saturne est si peu dense que s'il existait un océan assez grand pour la contenir, Saturne flotterait à sa surface. Arrêtons-nous un instant sur cette idée. Une planète 9 fois plus large que la Terre flotterait sur l'eau. Imaginez la Méditerranée, mais infiniment plus grande. Imaginez un océan cosmique sans rivage. Et posé dessus, cette sphère géante, 120 000 km de diamètre, flottant comme un bouchon de liège. La densité moyenne de Saturne est d'environ 0,68 g par centimètre cube. L'eau a une densité d'1 g par centimètre cube. Saturne est plus légère que l'eau. C'est un colosse de gaz qui paraît massif, mais qui en son cœur est plus fragile qu'on ne l'imaginerait. Cependant, fragile ne signifie pas calme. Saturne effectue une rotation complète autour de son axe en environ 10 heures et 42 minutes. C'est la durée d'un jour sur Saturne. Moins de la moitié d'une journée terrestre, et Saturne est immense. Cela signifie que la surface à l'équateur se déplace à une vitesse de près de 36 000 km/h. Cette rotation est si brutale que la planète s'aplatit littéralement. Le rayon à l'équateur est supérieur de près de 6 000 km au rayon au pôle. Saturne n'est pas une sphère, c'est un sphéroïde aplati. Si vous la voyez de près, elle ressemblerait à une gigantesque citrouille de gaz doré. Et cette rotation rapide est le moteur qui alimente certains des phénomènes atmosphériques les plus sauvages de tout le système solaire. Les vents sur Saturne atteignent à l'équateur une vitesse de 1800 km/h. C'est 5 fois plus rapide que l'ouragan le plus puissant jamais enregistré sur Terre. Ces vents soufflent en larges bandes parallèles à l'équateur et créent les bandes caractéristiques que nous voyons sur Saturne. Des bandes plus claires et des zones plus sombres. Elles paraissent lisses et calmes, mais sous cette apparente élégance se déroulent des tempêtes convectives d'une ampleur que nous sommes incapables d'imaginer sur Terre. L'atmosphère de Saturne se compose d'environ 96% d'hydrogène et de 3% d'hélium. Le reste est constitué de traces de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau et d'autres composés. Et ce sont précisément ces éléments à l'état de traces qui donnent à Saturne sa couleur dorée caractéristique. Les cristaux d'ammoniac dans les couches supérieures de l'atmosphère réfléchissent la lumière du Soleil et créent cette teinte chaude et miellée que nous observons au télescope. Mais sous ces nuages dorés se cache un monde qui n'a rien à voir avec la beauté. Lorsqu'on descend plus profondément dans l'atmosphère, la pression et la température commencent à grimper. À une profondeur d'environ 1000 km sous les nuages visibles, l'hydrogène devient si comprimé qu'il cesse d'être un gaz pour devenir un liquide. Encore plus profondément, sous une pression de millions d'atmosphères, il se produit quelque chose qui n'existe absolument pas sur Terre. L'hydrogène devient métallique. De l'hydrogène métallique liquide. Une matière si comprimée que les électrons se séparent des protons et circulent librement à travers le matériau, exactement comme dans un métal. C'est un état de la matière que nous n'avons jamais pu reproduire durablement en laboratoire. Sur Terre, les meilleures expériences de physique à haute pression n'ont réussi à créer de l'hydrogène métallique que pendant des fractions de secondes, en écrasant de minuscules échantillons entre des enclumes de diamants. Sur Saturne, il existe un océan entier de cette substance, profond de milliers de kilomètres. Cette couche d'hydrogène métallique liquide génère le champ magnétique de Saturne, qui est environ 580 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Et au cœur même de Saturne, sous des milliers de kilomètres d'hydrogène métallique liquide,
se trouve probablement un noyau de roche et de glace. Je dis probablement, parce que personne ne l'a jamais observé directement. Nos connaissances sur la structure interne de Saturne proviennent des mesures du champ gravitationnel effectuées par la sonde Cassini durant les dernières semaines de sa mission en 2017. Et ces données suggèrent que le noyau de Saturne n'est pas solide et compact comme celui de la Terre. Il est diffus, dispersé, un mélange de roches, de glace et d'hydrogène métallique liquide sans frontières nettes. Saturne est une planète qui semble massive, mais qui à l'intérieur est presque vide. C'est une illusion de gigantisme. Et puis, il y a encore une chose dont on parle rarement. Saturne rayonne dans l'espace environ 2,5 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cela signifie qu'à l'intérieur de Saturne existe une source de chaleur. La contraction gravitationnelle, la compression lente de la planète tout entière, libère de la chaleur. Et il y a un autre mécanisme. L'hélium, qui est plus lourd que l'hydrogène, se refroidit dans les couches supérieures, se condense en gouttelettes et tombe plus profondément dans la planète. C'est la pluie d'hélium. Des gouttes d'hélium liquide tombant sur des milliers de kilomètres à travers l'intérieur d'une gigantesque planète gazeuse, et en tombant, elle libère de l'énergie gravitationnelle sous forme de chaleur. Saturne est une planète qui pleut d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même. C'est un concept qui défie l'intuition. Nous pensons à la pluie comme quelque chose qui tombe du ciel, qui vient de l'extérieur. Mais sur Saturne, la pluie est un processus interne. La planète se digère lentement de l'intérieur, convertissant sa propre substance en chaleur. C'est une machine thermique d'une échelle colossale, un moteur cosmique qui fonctionne depuis des milliards d'années et qui continuera de fonctionner pendant des milliards d'années encore. Vu depuis la Terre, on ne voit rien de tout cela. On voit une paisible sphère dorée ornée d'élégants anneaux, un joyau parfait sur le velours noir de l'espace. C'est l'illusion. C'est le piège. Mais maintenant que vous savez ce qui se cache sous la surface de ces nuages dorés, allons observer quelque chose qui se réveille parfois dans cette atmosphère, car Saturne possède sa propre version de l'Apocalypse, et elle se répète avec une régularité terrifiante. Environ une fois tous les 30 ans terrestres, ce qui correspond à peu près à une année saturnienne, un monstre se réveille sur Saturne. Les astronomes l'appellent la Grande Tache Blanche, et ce nom est plutôt innocent pour ce qu'il décrit en réalité. Imaginez une tempête. Pas un ouragan, pas une tornade. Imaginez un système orageux si colossal qu'il s'enroule autour de la planète tout entière. Saturne mesure environ 370 000 km de circonférence à l'équateur, et cette tempête occupe toute cette circonférence. C'est une ceinture de chaos qui enserre littéralement la planète comme un anneau d'acier. Les astronomes l'ont observé pour la première fois en 1876. Une tache blanche et lumineuse est alors apparue à la surface de Saturne, visible même avec des télescopes relativement simples. Depuis lors, elle est revenue avec une régularité stupéfiante. En 1913, en 1933, en 1960, en 1990, et puis en 2010. Cette dernière, celle de 2010, fut la première que nous avons pu étudier depuis l'orbite. La sonde Cassini se trouvait sur place à ce moment-là, et ce qu'elle a enregistré a réécrit notre compréhension des tempêtes atmosphériques sur les géantes gazeuses. La tempête a débuté en décembre 2010 sous la forme d'un petit point lumineux dans l'hémisphère nord de Saturne. Elle semblait inoffensive, mais en quelques semaines, elle s'est développée à des dimensions sans précédent dans toute l'histoire de l'observation de Saturne. Des nuages blancs de glace d'ammoniac ont explosé depuis les couches plus profondes de l'atmosphère et ont émergé à la surface. La tempête grandissait de jour en jour, s'étendant vers l'est et vers l'ouest. À la fin du mois de janvier 2011, la tempête encerclait déjà toute la planète. Sa longueur dépassait 300 000 km, et ce qui se passait à l'intérieur était encore plus dramatique que ses dimensions. Cassini a enregistré des éclairs, pas comme ceux que nous connaissons sur Terre,
Les éclairs saturniens sont environ 10 000 fois plus puissants que les éclairs terrestres. Chaque décharge individuelle libérait une énergie comparable à celle d'une petite bombe nucléaire, et il y en avait des milliers par minute. L'atmosphère planétaire tout entière s'illuminait de l'intérieur comme une gigantesque boule stroboscopique. Mais le plus étrange dans la grande tache blanche, ce n'est ni sa taille ni ses éclairs, c'est son comportement. Les tempêtes sur Terre naissent, atteignent leur maximum et se dissipent. Elles durent des heures, au plus des jours. La grande tache blanche saturnienne de 2010 a duré presque une année entière, et ses conséquences ont persisté bien plus longtemps encore. Cassini a découvert que la tempête avait fondamentalement modifié la composition chimique de toute l'atmosphère de Saturne. Elle avait ramené des profondeurs de la planète décomposées, qui normalement n'atteignent jamais la surface, notamment de l'éthylène, à une concentration 100 fois supérieure à tout ce qui avait jamais été mesuré sur Saturne. La température dans la stratosphère au-dessus de la tempête a bondi de 50 degrés. Des ondes de chaleur se sont propagées autour de la planète, comme des cercles à la surface d'un étang, après qu'on y a jeté une pierre. Sauf que cette pierre avait la taille de 25 terres. Et puis, quelque chose s'est produit que les scientifiques n'avaient absolument pas anticipé. La tête de la tempête, la partie qui progressait activement vers l'est, a rattrapé sa propre queue. La tempête est littéralement entrée en collision avec elle-même. L'énergie de cet impact était si colossale qu'elle a engendré une seconde tempête plus petite, qui s'est mise à se déplacer dans la direction opposée. C'est comme si un ouragan sur Terre avait grandi au point de s'enrouler autour de la planète entière, puis s'était heurté à son propre point de départ. Pourquoi cela se produit-il tous les 30 ans? La réponse est liée à la chaleur interne de Saturne. L'atmosphère se réchauffe progressivement au cours d'une année saturnienne. La chaleur s'accumule dans les couches plus profondes, mais ces couches profondes sont plus lourdes et plus stables, de sorte que la chaleur ne peut pas monter comme sur Terre. Au lieu de cela, elle s'accumule. Pendant 3 décennies, l'énergie se stocke dans les couches atmosphériques situées sous les nuages visibles. Et puis la soupape de surpression éclate. La chaleur accumulée brise la couche stable de l'atmosphère et toute cette énergie emmagasinée se libère d'un seul coup. Le gaz humide des profondeurs explose vers le haut. La glace d'ammoniac se condense et forme ces nuages blancs lumineux. Et une réaction en chaîne de convection se déclenche qui embrase la planète entière. Saturne traverse essentiellement une catharsis tous les 30 ans. Elle accumule en elle 30 années d'énergie, puis l'expulse dans une tempête apocalyptique. C'est un rythme presque biologique, comme un geyser cosmique qui entre en éruption avec une ponctualité remarquable. Les scientifiques se demandent maintenant ce qui se passera la prochaine fois. La prochaine grande tache blanche pourrait apparaître aux alentours de 2040. Mais cette fois, nous n'aurons aucune sonde auprès de Saturne pour l'observer de près. Nous devrons nous en remettre au télescope spatial James Webb et aux observatoires terrestres, comme ceux de l'Observatoire européen austral au Chili ou les installations du CNRS en France. La puissance de ces instruments compensera-t-elle l'absence d'un observateur sur place? C'est une question ouverte. Et cela nous amène à une question qui vous est peut-être venue à l'esprit. Si l'atmosphère de Saturne est si violente, si chaotique, si pleine de tempêtes impossibles, qu'est-ce que cela nous dit sur son trait le plus célèbre? Sur ses anneaux qui semblent si parfaitement calmes? La réponse est simple. Les anneaux aussi ont leur face sombre, et elle commence par un meurtre. Regardez n'importe quelle image de Saturne, n'importe quelle photographie prise par Cassini, par le télescope Hubble, par Voyager. Ces anneaux ressemblent à des bandes lisses et solides d'or, des cercles parfaits en orbite autour de la planète, élégants, immuables, éternels. Maintenant, imaginez que vous plongiez à l'intérieur. Ce qui ressemble à une bande solide est en réalité un blizzard chaotique de glace tranchante et de roches. Des morceaux allant de la taille d'un grain de sable à celle d'une montagne entière,
tournent autour de Saturne à 1000 km/h. Ils se percutent sans cesse, se fracassent et se réassemblent. Les anneaux ne sont pas un objet statique. Ce sont des billions de fragments de glace dans un derby de démolition sans fin. Et tout ce chaos est incroyablement plat. Les anneaux s'étendent sur une largeur de près de 300 000 km. Mais à certains endroits, leur épaisseur n'est que de 10 mètres. 10 mètres de glace étalés sur une distance équivalente aux 3/4 du trajet de la Terre à la Lune. Le rapport épaisseur sur largeur est comparable à celui d'une feuille de papier ayant le diamètre de 2 terrains de football. C'est une lame de rasoir qui tranche les ténèbres autour de la planète. Mais d'où vient cette lame? Commençons par ce que nous savons avec certitude. Les anneaux sont composés à plus de 95% de glace d'eau. Les moins de 5% restants sont constitués de roches, de matériaux organiques et de métaux. Cette pureté est cruciale, car c'est précisément elle qui nous a appris quelque chose que les scientifiques ont longtemps refusé d'accepter. Les anneaux sont jeunes. S'ils avaient été là depuis la formation du système solaire, c'est-à-dire depuis 4,5 milliards d'années, ils seraient sales. Les micrométéorites qui bombardent en permanence le système solaire auraient déposé à leur surface, au fil du temps, une épaisse couche de poussière et d'impuretés. La glace serait terne. Mais les anneaux de Saturne sont d'un blanc éclatant, pur comme de la neige fraîchement tombée. Le physicien Sacha Kempf de l'Université du Colorado à Boulder et son équipe ont définitivement tranché cette question. Au cours des 13 années pendant lesquelles la sonde Cassini a orbité autour de Saturne, ils ont analysé la poussière qui se déposait sur les anneaux. Ils ont utilisé un instrument appelé Cosmic Dust Analyzer, qui avait la forme d'un entonnoir et captait des grains microscopiques au passage. En 13 ans, ils n'ont collecté que 163 grains provenant de l'espace extérieur au système de Saturne. Mais cela a suffi. En se basant sur la vitesse à laquelle la poussière se dépose sur les anneaux, ils ont calculé que les anneaux accumulent des impuretés depuis quelques centaines de millions d'années au maximum. Leur étude, publiée dans la revue Science Advance en mai 2023, a établi l'âge des anneaux à 400 millions d'années au maximum. Probablement encore moins. Arrêtons-nous sur ce chiffre. Saturne existe depuis 4,5 milliards d'années. Les anneaux ont au maximum 400 millions d'années. Cela signifie que les anneaux existent depuis moins de 10% de la durée d'existence de la planète. À l'époque des dinosaures sur Terre, Saturne n'avait probablement aucun anneau. Un tyrannosaure qui levait les yeux vers le ciel nocturne voyait Saturne comme un simple point doré, sans anneau. Cette pensée est fascinante, mais elle soulève en même temps une question qui empêche les scientifiques de dormir. Si les anneaux sont si jeunes, qu'est-ce qui les a créés? La réponse est venue en 2022, d'une équipe dirigée par Jack Wisdom du MIT. Et c'est une histoire de meurtre. Wisdom et ses collègues ont proposé une théorie qui explique élégamment deux mystères à la fois. Non seulement l'origine des anneaux, mais aussi l'inclinaison étrange de l'axe de Saturne. Saturne est en effet incliné de 26,7 degrés. C'est une inclinaison significative, similaire à celle de la Terre. Mais contrairement à la Terre, où l'inclinaison a probablement été causée par une collision avec un autre corps au premier temps du système solaire, l'inclinaison de Saturne n'avait longtemps aucune explication satisfaisante. Wisdom a découvert que Saturne a été pendant des milliards d'années en résonance gravitationnelle avec Neptune. Imaginez deux pendules qui se synchronisent mutuellement. L'orbite de Neptune faisait lentement osciller l'axe de Saturne, exactement comme oscille l'axe d'une toupie en rotation. Et cette résonance augmentait progressivement l'inclinaison de Saturne. Mais ensuite, quelque chose s'est brisé. Saturne possédait jadis une lune que Wisdom a baptisée Chrysalis. Chrysalide, comme la chrysalide d'un papillon, car cette lune s'est transformée en autre chose. Chrysalis était une lune glacée d'une taille comparable à celle de Japet, le troisième plus grand satellite actuel de Saturne. Pendant des milliards d'années, elle orbitait autour de la planète sur une trajectoire stable.
Mais Titan, le plus grand satellite de Saturne, s'éloignait lentement de la planète. Titan continue de s'éloigner aujourd'hui à une vitesse d'environ 11 cm par an. Et à mesure que Titan s'éloignait, sa gravité déstabilisait progressivement l'orbite de Chrysalis. Et puis, il y a environ 100 à 200 millions d'années, Chrysalis a franchi la limite de Roche. C'est la frontière au-delà de laquelle les forces gravitationnelles de la planète surpassent la cohésion interne d'un corps céleste. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez que vous tenez une boule de neige dans votre main. Si vous la serrez doucement, elle tient sa forme. Mais si vous serrez de plus en plus fort, elle se fissure, se fragmente, s'effrite entre vos doigts. La gravité de Saturne a fait la même chose à Chrysalis, mais à l'échelle d'un monde entier. Saturne a saisi cette lune et l'a mise en pièces. Elle lui a arraché la croûte de son noyau. Le monde glacé s'est fragmenté en billions de morceaux. La majeure partie est tombée dans Saturne et a été engloutie, mais une fraction de ces fragments est restée en orbite. Ils se sont percutés, fracturés, réduits en taille et se sont progressivement étalés en un disque mince autour de l'équateur de la planète. Et justement, en février 2026, une nouvelle étude de Matijachuk et de ses collègues est venue préciser ce scénario. Selon leurs calculs, ce n'est pas une seule lune qui s'est désintégrée. Ce fut un drame cosmique de collision. Les prédécesseurs de Titan et d'une autre lune, Hyperion, se sont percutés. Les débris de cette collision ont créé les anneaux et ont simultanément libéré Saturne de sa résonance millénaire avec Neptune. Les magnifiques anneaux que nous admirons ne sont pas des bijoux. Ce sont les entrailles dispersées d'une lune morte. Nous contemplons un cimetière planétaire. Mais examinons ces anneaux de plus près, car dans leur structure même sont encodées les traces de la violence. Le système d'anneaux se divise en parties principales, désignées par des lettres. L'anneau D est le plus proche de la planète, suivi du C, du B, puis des anneaux extérieurs, A, E, F et G. Le plus grand et le plus dense est l'anneau B. Il contient la majeure partie de la masse du système tout entier et est si optiquement dense que la lumière du Soleil le traverse à peine. Entre les anneaux A et B se trouve la division de Cassini, un espace sombre large d'environ 4800 km. Lorsque l'astronome italo-français Giovanni Cassini l'a observée pour la première fois en 1675, elle semblait être un espace vide. Mais elle ne l'est pas. Un matériau clairsemé et plusieurs anneaux étroits la traversent. La division de Cassini existe grâce à la résonance gravitationnelle avec le satellite MIMAS. Chaque particule qui pénètre dans cette zone est gravitationnellement éjectée de son orbite. MIMAS fonctionne comme un aspirateur invisible qui maintient l'espace propre. Et cela nous amène à l'un des concepts les plus élégants de la dynamique planétaire. Les lunes bergers. Saturne possède de petits satellites qui gardent littéralement les bords des anneaux. Pan orbite à l'intérieur de la lacune d'Encke dans l'anneau A et maintient celle-ci ouverte par sa gravité. Atlas orbite juste au bord extérieur de l'anneau A et l'empêche de s'étendre. Prométhée et Pandore encadrent l'étroit anneau F de chaque côté, et leur gravité le modèle en vagues spiralées et en structures entrelacées. Ces petites lunes sont des sculpteurs. Les anneaux sont leurs matériaux. Et le résultat est l'une des œuvres gravitationnelles les plus complexes de tout le système solaire. Mais il y a encore une chose à propos des anneaux que j'ai mentionnée en introduction et sur laquelle je vais maintenant revenir. Les anneaux sont en train de mourir. La gravité de Saturne attire lentement le matériau des anneaux vers l'atmosphère de la planète. On appelle cela la pluie d'anneaux. Des particules de glace chargées provenant des anneaux sont captées par les lignes de force magnétique de Saturne et tombent dans les couches supérieures de l'atmosphère. La NASA a estimé en 2018 que les anneaux perdent de la masse si rapidement qu'ils pourraient disparaître complètement dans environ 100 millions d'années, peut-être même moins. 100 millions d'années, cela semble long, mais à l'échelle cosmique, c'est un clin d'œil. Le système solaire existe depuis 4,5 milliards d'années.
Les anneaux existent depuis 400 millions d'années au maximum et dans 100 millions d'années supplémentaires, ils auront disparu. Si l'on comprimait l'histoire du système solaire en une seule année calendaire, les anneaux n'auraient apparu que le 1er décembre et ils disparaîtraient aux alentours du 8 janvier de l'année suivante. 1 mois et 1 semaine. C'est tout ce que dure la splendeur des anneaux à l'échelle cosmique. Cela signifie que nous vivons dans une fenêtre extraordinairement étroite de l'histoire cosmique pendant laquelle Saturne possède des anneaux. Nous sommes la première civilisation à les voir, et peut-être l'une des dernières. Mais Saturne ne cache pas ses secrets uniquement dans ses anneaux et son atmosphère. À son pôle nord se déroule quelque chose qui n'a aucun équivalent dans le système solaire tout entier. Quelque chose qui viole les règles fondamentales de la dynamique des fluides. Quelque chose qui attend là depuis des décennies et qui refuse de s'expliquer. L'hexagone. La nature ne fait pas de lignes droites. La dynamique des fluides crée des cercles, des spirales, des tourbillons. Tout dans l'atmosphère d'une planète se courbe, se tord, change de forme. C'est une loi physique qui s'applique sur Terre, sur Jupiter, sur Neptune, partout. Partout, sauf au pôle nord de Saturne. Là, au-dessus des nuages dorés, tourne pour l'éternité un hexagone parfait. 6 parois droites, 6 angles vifs. Une géométrie si précise que lorsque la sonde Voyager l'a aperçue pour la première fois en 1981, les scientifiques ont cru à une erreur dans les données. Ce n'en était pas une. Cet hexagone est un ouragan. Une tempête à 6 côtés si colossale que 4 planètes Terre tiendraient confortablement à l'intérieur. Chaque paroi mesure environ 14 000 km de long, et toute la structure tourne autour du pôle nord de Saturne, exactement à la même vitesse que la planète elle-même, comme si elle était boulonnée à l'atmosphère. Au centre même de l'hexagone se trouve un vortex massif, l'œil de la tempête, qui ressemble à une rose écarlate formée d'ouragans. Ce vortex central a un diamètre d'environ 2000 km, et les vents, à l'intérieur, atteignent des vitesses de 540 km par heure. C'est l'un des phénomènes atmosphériques les plus rapides de tout le système solaire, et il fonctionne depuis des décennies entières, peut-être des siècles. Personne ne sait exactement quand il a commencé. Comment est-il possible que l'atmosphère d'une planète gazeuse crée une géométrie aussi parfaite? Les scientifiques se sont creusé la tête pendant plus de 40 ans, et la meilleure explication que nous ayons à ce jour provient d'une combinaison de théories et d'expérimentations en laboratoire. Une équipe de l'Université d'Oxford, dirigée par Anna Aguiar, a réalisé une expérience d'une simplicité presque absurde. Ils ont pris un récipient circulaire rempli d'eau et l'ont fait tourner. La partie intérieure tournait à une vitesse différente de la partie extérieure. Et que s'est-il passé? À l'interface entre les deux vitesses, des motifs géométriques se sont formés. Des triangles, des carrés, des pentagones, des hexagones, des heptagones, des octogones. Tout dépendait du rapport des vitesses, et la forme la plus fréquente qui se formait était précisément l'hexagone. Sur Saturne, à la latitude d'environ 78 degrés nord, souffle un puissant courant-jet, similaire au jet stream terrestre. Ce courant souffle vers l'est à une vitesse d'environ 360 km par heure. De chaque côté de ce courant se trouvent des régions où l'air circule nettement plus lentement. Cette différence abrupte de vitesse crée des ondes que les météorologues appellent ondes de Rossby. Les ondes de Rossby existent aussi sur Terre. Ce sont des ondes planétaires qui naissent de la combinaison de la rotation de la planète et des différences de vitesse d'écoulement. Sur Terre, elles provoquent les méandres du jet stream, ce qui influence la météo de continents entiers. Pensez aux vagues de chaleur qui s'installent parfois sur toute la France pendant des semaines, ou aux épisodes de froid polaire qui descendent brutalement du nord et gèlent les vignobles de Bourgogne en avril. Ce sont les ondes de Rossby qui orchestrent ces événements. Elles sont les chefs d'orchestre invisibles de notre météorologie. Mais sur Terre, ces ondes sont instables, chaotiques, en perpétuel changement.
Sur Saturne, quelque chose de radicalement différent s'est produit. L'onde de Rossby autour du pôle Nord s'est stabilisée. Exactement 6 longueurs d'onde se sont inscrites dans le périmètre du cercle au 78e degré, de latitude nord, et 6 longueurs d'onde forment un hexagone. C'est une onde stationnaire piégée dans un guide d'ondes atmosphériques créé par les courants environnants. Mais ce que les scientifiques ont découvert en 2018 a approfondi le mystère. Une équipe dirigée par Leigh Fletcher de l'université de Leicester a analysé les données du spectromètre infrarouge de la sonde Cassini et a constaté que l'hexagone ne se limite pas aux couches inférieures de l'atmosphère. Il existe aussi dans la stratosphère une couche bien plus élevée. L'hexagone s'étend sur une hauteur de plus de 300 km, de la troposphère jusqu'à la stratosphère. C'est un problème, car ces deux couches atmosphériques ne communiquent normalement pas beaucoup entre elles. Elles sont séparées par une inversion de température qui fonctionne comme une barrière. Les ondes ne devraient pas être capables de traverser d'une couche à l'autre, et pourtant l'hexagone existe dans les deux couches. Et plus encore, il est parfaitement aligné dans les deux couches. Comment une onde traverse-t-elle une barrière censée l'arrêter? Personne n'a encore de réponse satisfaisante à cette question. Et puis, il y a encore une bizarrerie. Entre 2012 et 2016, l'hexagone a changé de couleur. Lorsque Cassini l'a observé pour la première fois sous un éclairage suffisant, il était bleu. 4 ans plus tard, il s'était métamorphosé en doré. Un jour bleu comme l'océan. Quelques mois saturniens plus tard, coloré d'or. L'explication la plus probable est saisonnière. Lorsque le pôle Nord est passé d'un long hiver au printemps, la lumière du Soleil a commencé à frapper cette région et a déclenché des réactions photochimiques qui ont créé une fine brume d'hydrocarbures. Cette brume a donné à l'hexagone sa couleur dorée. Mais le pôle sud de Saturne ne possède aucun hexagone. Seulement un vortex, un cyclone massif avec un œil semblable à celui des ouragans terrestres, mais infiniment plus grand. Pourquoi le nord et pas le sud? Peut-être est-ce dû aux différences de vitesse d'écoulement entre les deux hémisphères. Peut-être est-ce la conséquence d'une asymétrie causée par les anneaux, qui projettent leur ombre sur un hémisphère. Peut-être la réponse est-elle enfouie au plus profond de la planète, dans des processus que nous ne savons pas encore observer. L'hexagone de Saturne demeure l'une des structures les plus étranges que l'humanité ait jamais découvertes dans le système solaire. Une géométrie parfaite sur une planète où elle ne devrait pas exister. Une onde stationnaire qui persiste depuis des décennies. Une couleur qui change avec les saisons. Une structure qui transperce les barrières entre les couches atmosphériques. Si un artiste peignait un hexagone parfait au pôle d'une planète gazeuse, on dirait que c'est de la science-fiction mal écrite, que c'est trop géométrique pour être crédible. Et pourtant, la réalité dépasse tout ce que la fiction aurait osé inventer. Et pourtant, ce n'est qu'une des nombreuses merveilles que Saturne dissimule, car la plus grande merveille n'est pas sur la planète elle-même. Elle se trouve sur l'un de ses satellites, sur un monde qui ressemble si étrangement au nôtre qu'il vous donne des frissons. Un monde où il pleut, où coulent des rivières et où se remplissent des lacs. Mais cette ressemblance avec la Terre est le mensonge le plus terrifiant de tout le système solaire. Lorsque la sonde Cassini est arrivée dans le système de Saturne en 2004, elle transportait un passager, une petite sonde nommée Huygens, en hommage à l'astronome néerlandais qui, plus de 300 ans auparavant, avait été le premier à comprendre que Saturne possède des anneaux. Huygens avait une seule mission, se détacher de Cassini, traverser l'atmosphère de Titan et se poser sur sa surface. Personne ne savait exactement ce qu'elle trouverait en bas. Titan est enveloppé dans une brume orange si épaisse et si opaque que depuis l'orbite, on ne peut pas voir la surface. C'est comme regarder une orange géante et deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Le 14 janvier 2005, Huygens s'est détaché et a commencé sa descente. Le voyage a duré 2 heures et 27 minutes. Ce qu'elle a enregistré pendant la descente et après l'atterrissage
a changé notre compréhension du système solaire tout entier. Mais d'abord, parlons de ce qu'est Titan et de ce qui le rend si exceptionnel. Titan est le plus grand satellite de Saturne et le deuxième plus grand satellite de tout le système solaire, après Ganymède, qui orbite autour de Jupiter. Il est plus grand que la planète Mercure, et c'est le seul satellite qui possède une atmosphère dense. Quand je dis dense, je veux dire dense. L'atmosphère de Titan est environ 1,5 fois plus épaisse que l'atmosphère terrestre. La pression à la surface de Titan est d'environ 1,5 atmosphère. Si vous vous teniez là-bas, vous sentiriez une pression d'air supérieure à celle de n'importe quelle plage sur Terre. Plus de pression que si vous plongiez à 5 mètres de profondeur dans la mer Méditerranée. Votre corps sentirait cette masse d'air peser sur vos épaules, sur votre poitrine. Et pourtant, si vous regardiez autour de vous, vous ne verriez qu'un monde orange et glacial. Sur aucun autre satellite du système solaire, rien de tel n'existe. La plupart des satellites n'ont aucune atmosphère du tout, ou seulement d'infimes traces de gaz. L'atmosphère de Titan se compose à 95% d'azote. C'est presque identique à la Terre, où l'azote constitue 78% de l'atmosphère. Le reste sur Titan est composé d'environ 5% de méthane et de traces d'autres hydrocarbures. Et c'est précisément ce méthane qui est la clé de tout. Sur Terre, nous avons le cycle de l'eau. L'eau s'évapore des océans, monte, se condense dans les nuages, tombe sous forme de pluie, coule dans les rivières pour retourner à l'océan. C'est le moteur qui fait fonctionner tout le système climatique terrestre. C'est ce cycle qui fait pousser nos cultures, remplit nos rivières, modèle nos paysages. Sans lui, la Terre serait un désert stérile. Titan possède exactement le même cycle, mais au lieu d'eau, il utilise du méthane. Le méthane liquide s'évapore des lacs en surface, monte dans l'atmosphère, se condense en nuages, retombe sous forme de pluie. Une pluie de méthane, des gouttes de gaz naturel liquide qui tombent d'un ciel orange au ralenti, car la gravité sur Titan est environ 7 fois plus faible que sur Terre. La pluie atteint la surface et s'écoule dans des lits de rivières vers des lacs et des mers. Cassini a cartographié ces lacs et ces mers par radar, car il était impossible de photographier à travers la brume épaisse. La plus grande mer sur Titan s'appelle Kraken Mare. Sa superficie est d'environ 400 000 km². C'est plus grand que la mer Caspienne sur Terre. Elle est remplie de méthane et d'éthane liquide. Un autre lac, Ligeia Mare, a une superficie d'environ 130 000 km². Cassini a même détecté des vagues à sa surface. De petites vagues de quelques centimètres sur la surface d'un lac de gaz naturel liquide, à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par la ressemblance avec la Terre. La température à la surface de Titan est de moins 179 degrés Celsius. À cette température, l'eau est dure comme du granit. La glace sur Titan joue le rôle que la roche joue sur Terre. Les montagnes de Titan sont faites de glace. Le sous-sol est fait de glace, et cette glace est dure comme de la pierre. Si vous sautiez dans un lac sur Titan, il ne vous arriverait pas la même chose que dans un lac sur Terre. Vous ne plongeriez pas dans de l'eau. Vous plongeriez dans du gaz naturel liquide à moins 179 degrés. Le choc thermique vous tuerait en quelques secondes. Et si ce n'était pas la température, ce serait le manque d'oxygène. L'atmosphère de Titan est composée d'azote et de méthane. Aucun oxygène. Et puis, il y a les dunes. D'immenses dunes de matériaux sombres, hautes de centaines de mètres, s'étirant à travers la zone équatoriale de Titan. Elles ressemblent aux dunes du Sahara, mais elles ne sont pas faites de sable. Elles sont faites de grains d'hydrocarbures, essentiellement de particules plastiques, des molécules organiques gelées qui se forment dans les couches élevées de l'atmosphère, là où le rayonnement ultraviolet décompose le méthane en hydrocarbures plus complexes. Ces particules retombent sur la surface comme une fine neige organique, et le vent les sculpte en vastes champs de dunes.
Et ce sont précisément ces molécules organiques qui font de Titan un lieu si important pour l'astrobiologie. Sur Titan se déroule une chimie prébiotique. Des molécules organiques complexes se forment, réagissent entre elles, créent des chaînes toujours plus élaborées. Ce sont les mêmes types de molécules qui, il y a 4 milliards d'années sur la jeune Terre, ont conduit à l'apparition de la première forme de vie. Titan est en un sens un laboratoire chimique qui reproduit les conditions de la Terre primitive, mais beaucoup plus lentement et à des températures bien plus basses. Certains scientifiques spéculent même qu'une forme de vie basée sur le méthane plutôt que sur l'eau pourrait exister sur Titan. Des organismes qui respireraient l'hydrogène, consommeraient l'acétylène et produiraient du méthane. Une telle forme de vie serait radicalement différente de tout ce que nous connaissons. Mais chimiquement, ce ne serait pas impossible. Et maintenant, revenons à Huygens et à ce qu'elle a vu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette petite sonde de 320 kg allait accomplir quelque chose qui n'avait jamais été fait. Se poser sur la surface d'un monde dans le système solaire externe. C'était l'atterrissage le plus lointain de l'histoire de l'exploration spatiale. Le signal radio de Huygens mettait plus d'1 heure pour atteindre la Terre. Chaque seconde de la descente était une aventure en solitaire, sans possibilité d'intervention humaine. Pendant sa descente à travers l'atmosphère, la sonde a enregistré des couches de brume épaisses composées de particules organiques. À une altitude d'environ 160 km, elle a rencontré la première couche de brouillard. Plus bas, elle a détecté des nuages de méthane. Un microphone à bord a capté le son du vent de Titan. Un sifflement grave et constant, comme le souffle d'un monde endormi. Et à mesure qu'elle descendait, ses caméras ont commencé à capturer la surface. Ce qu'elle a vu ressemblait à une photographie aérienne de la Terre. Des zones sombres évoquant des océans ou des lacs, des zones claires évoquant des côtes, des réseaux de canaux et de lits qui ressemblaient exactement à des systèmes fluviaux terrestres. Des motifs dendritiques se ramifiant depuis les zones élevées et convergeant vers les plaines. C'était saisissant. Comme si quelqu'un avait pris le paysage de la Bretagne ou des Landes, l'avait plongé dans une lumière orangée crépusculaire et avait remplacé l'eau par du méthane liquide. Huygens s'est posé dans l'une de ces plaines. La surface était molle. La sonde s'est légèrement enfoncée. Immédiatement après l'impact, elle a enregistré une brusque augmentation de la concentration de méthane aux alentours. La chaleur de la sonde avait probablement réchauffé la surface gelée et libéré du méthane du sous-sol, comme si vous posiez un objet chaud sur une flaque gelée et que la glace commençait à s'évaporer. Les photographies de la surface ont montré un paysage orange et plat, parsemé de galets arrondis en glace d'eau. Le ciel était orange, la lumière faible et diffuse. L'ambiance évoquait un coucher de soleil sur une planète étrangère. Sauf que cette planète était un satellite, et ces galets n'étaient pas des pierres. C'étaient des morceaux de glace. Huygens a fonctionné à la surface de Titan pendant environ 90 minutes avant que son énergie ne s'épuise. Mais pendant ce temps, elle nous a appris davantage sur ce monde que des décennies d'observation à distance. Et maintenant arrive la partie la plus palpitante de l'histoire, car nous retournons sur Titan. La NASA a approuvé en juin 2019 la mission Dragonfly. C'est un drone hélicoptère, à 8 rotors, propulsé par l'énergie nucléaire, de la taille d'une voiture. En avril 2025, il a passé avec succès sa revue critique de conception et sa construction bat maintenant son plein. Le lancement est prévu pour juillet 2028. Il arrivera sur Titan en 2034, après un voyage de 6 ans à travers l'espace. Dragonfly va voler, littéralement voler au-dessus de la surface de Titan. L'atmosphère dense et la faible gravité le permettent. Sur Terre, un drone de cette taille aurait besoin de batteries énormes et de rotors puissants. Sur Titan, les conditions sont tellement favorables au vol qu'un être humain équipé d'ailes artificielles pourrait théoriquement s'envoler en battant des bras.
Dragonfly exploitera ces conditions uniques. Il se posera à différents endroits, collectera des échantillons de surface et les analysera directement sur place à l'aide d'un spectromètre de masse. Il cherchera des molécules prébiotiques, des traces d'acides aminés et tout indice que la chimie sur Titan a franchi la frontière entre la matière inerte et la matière vivante. C'est l'une des missions planétaires les plus ambitieuses jamais conçues. Un laboratoire volant à la surface d'un monde où il pleut du gaz naturel liquide et où les dunes sont en plastique. Mais Titan n'est pas le seul satellite de Saturne qui pourrait receler des surprises. Il en existe un bien plus petit, bien plus discret. Une petite boule de glace blanche, si petite qu'on la remarquerait à peine. Et pourtant, c'est peut-être l'endroit le plus important de tout le système solaire pour la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Encelade. Encelade n'a qu'un diamètre d'environ 500 km. Il est si petit qu'il tiendrait confortablement sur le territoire de la France métropolitaine. Pour donner une idée, c'est à peu près la distance entre Paris et Lyon aller-retour. Quand la sonde Voyager l'a photographié pour la première fois en 1980, il ressemblait à une boule de glace lisse, ennuyeux, mort, trop petit pour avoir une activité géologique, trop éloigné du Soleil pour que de l'eau liquide puisse y exister. Toutes ces suppositions se sont révélées absolument fausses. En 2005, la sonde Cassini a survolé le pôle sud d'Encelade et son magnétomètre a détecté quelque chose d'étrange. Le champ magnétique de Saturne se déformait autour d'Encelade d'une manière qui n'avait aucun sens. Quelque chose de massif s'échappait de ce petit satellite vers l'espace. Lorsque Cassini a pointé ses caméras vers le pôle sud, elle a contemplé l'un des spectacles les plus stupéfiants du système solaire tout entier. De profondes fissures dans la surface glacée jaillissaient des geysers. D'énormes fontaines de particules de glace et de vapeur d'eau qui se propulsaient dans l'espace à plus de 1400 km/h. C'est plus rapide qu'une balle de fusil. Des geysers cosmiques qui alimentent directement l'anneau E de Saturne, cet anneau diffus et large qui entoure la planète bien au-delà des anneaux principaux. Certaines de ces fontaines atteignaient des hauteurs de centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Les fissures d'où jaillissent les geysers sont appelées les rayures de Tigre. Ce sont 4 sillons parallèles, chacun d'environ 130 km de long et 2 km de large. Leur température est nettement plus élevée que celle de la surface environnante, et le matériau qui en émerge provient directement de l'intérieur du satellite. Car sous la glace d'Encelade se cache un océan global d'eau liquide et salée, dissimulé sous une croûte de glace épaisse de 16 à 19 km. Cassini l'a prouvé par plusieurs méthodes indépendantes. Les mesures du champ gravitationnel ont montré que sous le pôle sud se trouve un déficit de masse correspondant à un immense volume d'eau liquide. L'analyse des légers mouvements d'oscillation du satellite, appelée libration, a confirmé que la croûte de glace n'est pas reliée au noyau rocheux. Elle flotte sur un océan. Et cet océan n'est pas simplement de l'eau froide. En 2017, Cassini a détecté lors de l'un de ses derniers survols de l'hydrogène moléculaire dans les geysers. C'est une découverte cruciale, car l'hydrogène moléculaire sur Encelade est pratiquement impossible à expliquer autrement que par une activité hydrothermale. Quelque part au fond de l'océan d'Encelade existent des cheminées hydrothermales, des endroits où l'eau chaude réagit avec le noyau rocheux et libère des minéraux, de la chaleur et précisément cet hydrogène. Sur Terre, les cheminées hydrothermales au fond des océans sont l'un des candidats les plus prometteurs pour être le lieu où, il y a 4 milliards d'années, la première vie est apparue. Ce sont des écosystèmes qui n'ont pas besoin de lumière solaire. Les organismes qui vivent autour de ces cheminées tirent leur énergie de réactions chimiques entre l'eau et la roche. Ils existent dans l'obscurité totale, sous une pression énorme, à des températures allant de près de 0 à des centaines de degrés. Et Encelade possède précisément ces conditions. De l'eau liquide, la chaleur des cheminées hydrothermales, de l'énergie chimique sous forme d'hydrogène
et des molécules organiques. En octobre 2025, une équipe dirigée par Fabian Kleiner de l'Université de Washington a publié dans Nature Astronomy une analyse des données provenant de l'un des survols les plus rapides de Cassini au-dessus d'Encelade. La sonde avait alors survolé le satellite à seulement 21 km d'altitude, à une vitesse de près de 18 km par seconde. Les particules de glace qui ont heurté le détecteur de poussière cosmique se sont fragmentées sous l'impact, révélant des composés organiques jusqu'alors inconnus. Les scientifiques ont identifié des esters, des alcènes, des éthers et probablement des composés contenant de l'azote et de l'oxygène. Les esters et les éthers sont sur Terre des composants des lipides, et les lipides sont essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Ils forment les membranes des cellules. Sans lipides, pas de cellules. Sans cellules, pas de vie. Cassini avait déjà auparavant détecté dans le matériau provenant d'Encelade des macromolécules organiques complexes, des nanoparticules de dioxyde de silicium suggérant un contact entre l'eau et la roche à haute température, et des précurseurs d'acides aminés. Chaque année, à mesure que les scientifiques réanalysent les données de Cassini avec de nouvelles méthodes, de nouvelles pièces du puzzle apparaissent, et ce puzzle pointe de plus en plus clairement vers un environnement réunissant les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Attention, cela ne signifie pas que la vie existe sur Encelade. Cela signifie que nous avons de l'eau liquide, une source d'énergie, des molécules organiques et un déséquilibre chimique. 3 des 4 conditions fondamentales sont confirmées. La 4e, suffisamment de temps, reste une question ouverte. Nous ne savons pas depuis combien de temps l'océan d'Encelade existe. Nous ne savons pas s'il est assez ancien pour que la chimie y ait franchi la frontière vers la biologie. Mais nous savons une chose. Encelade est le seul endroit dans le système solaire tout entier où nous pouvons analyser des échantillons d'un océan souterrain sans avoir à forer. Cet océan projette lui-même son matériau dans l'espace. Il suffit de passer et de collecter. C'est comme si la nature avait conçu Encelade exprès pour nous faciliter la tâche. Pas besoin de creuser à travers des kilomètres de glace comme il faudrait le faire sur Europe, le satellite de Jupiter. Pas besoin de technologie de forage que nous ne maîtrisons même pas encore. Le plus grand secret de ce petit monde s'offre gratuitement à quiconque a le courage de venir le chercher. Cassini l'a fait, mais ces instruments avaient été conçus dans les années 90. Ils n'étaient pas construits pour détecter la vie. De futures missions équipées de spectromètres de masse modernes pourraient définitivement répondre à la question de savoir si, dans ce petit monde glacé, existent des traces de biologie. Encelade est peut-être les 500 km les plus importants de tout le système solaire, et pourtant presque personne ne l'avait remarqué. Mais Saturne possède 146 satellites confirmés. Encelade et Titan ne sont pas les seuls qui méritent notre attention. Il existe toute une famille de mondes oubliés, dont chacun porte sa propre étrangeté, et certains d'entre eux sont plus étranges que quiconque ne l'aurait imaginé. Commençons par celui qui ressemble à l'étoile de la mort de Star Wars. Mimas, un satellite d'à peine 400 km de diamètre, couvert de cratères. Le plus grand d'entre eux s'appelle Herschel. Il mesure 130 km de diamètre et occupe presque un tiers de toute la surface du satellite. La profondeur du cratère est d'environ 10 km, et en son centre se dresse une montagne haute de 6 km. Quand la sonde Voyager a pris la première photographie détaillée de Mimas, la ressemblance avec l'étoile de la mort était si frappante qu'elle est instantanément devenue virale. Et pourtant, le film La guerre des étoiles était sorti 2 ans plus tôt. La réalité avait imité la fiction. Mais Mimas cache une surprise bien plus intéressante que son apparence. En février 2024, une équipe dirigée par Valérie Lenné de l'Observatoire de Paris a publié dans Nature une étude qui a secoué la science planétaire. En analysant d'infimes variations de l'orbite de Mimas mesurées par Cassini pendant des années, les scientifiques ont découvert que sous la croûte de glace de ce satellite se cache un océan global d'eau liquide. Mimas, un océan.
Personne ne s'y attendait. Contrairement à Encelade, qui annonce son océan par des geysers jaillissant dans l'espace, Mimas ne montre aucun signe d'activité géologique. Aucune fissure, aucun geyser, aucune surface remodelée. Seulement des cratères. Une surface ancienne et morte, sous laquelle se cache de l'eau liquide. La croûte de glace de Mimas est estimée à une épaisseur de 20 à 30 km, et l'océan en dessous est jeune, entre 5 et 15 millions d'années. En temps géologique, c'est un instant. Cela signifie que l'océan est encore en train d'évoluer. Mimas offre une fenêtre unique sur les phases précoces de la formation des océans souterrains. Des processus qui, sur Encelade ou sur Europe, se sont produits il y a des milliards d'années et dont les traces sont depuis longtemps recouvertes. Et si un océan peut se cacher sous la surface de Mimas, un petit satellite apparemment mort, alors il peut se cacher pratiquement n'importe où. C'est une leçon d'humilité cosmique. Nous avions regardé Mimas pendant des décennies et nous avions vu un caillou glacé couvert de cratères. Rien de plus. Et pendant tout ce temps, sous nos yeux, un océan dormait. Combien d'autres océans cachés nous attendent dans le système solaire, sur des lunes que nous avons à peine survolées, sur des corps que nous avons classés comme inintéressants simplement parce que nous ne savions pas où regarder. Suivant dans la liste, Hyperion. Hyperion ressemble à une éponge ou à un morceau de pierre ponce. C'est un corps irrégulier aux dimensions d'environ 360 par 280 par 226 km. Il ne tourne pas de manière prévisible. Il n'a pas d'axe de rotation stable. Il culbute et se retourne sur son orbite de façon chaotique, comme un dé lancé dans l'espace. C'est l'un des rares corps dans tout le système solaire dont on sait qu'il présente une rotation chaotique. Sa surface est couverte de cratères profonds aux bords nettement définis qui semblent avoir été creusés à la cuillère. Le fond des cratères est sombre, presque noir, tandis que les arêtes entre eux sont plus claires. La densité d'Hyperion est si faible qu'il est composé à plus de 40% d'espace vide. C'est essentiellement une éponge de glace poreuse flottant dans l'espace. Et puis, il y a Japet, un satellite sans équivalent dans le système solaire tout entier. Japet a été découvert par Giovanni Cassini en 1671. Il remarqua une chose étrange. Il pouvait le voir d'un côté de son orbite autour de Saturne, mais lorsque le satellite passait de l'autre côté, il disparaissait. Cassini conclut correctement qu'un hémisphère de Japet devait être beaucoup plus sombre que l'autre. Il avait raison. Japet est noir et blanc. Littéralement. L'hémisphère avant, celui qui fait face à la direction du mouvement orbital, est sombre comme du charbon. Son albédo n'est que de 3 à 5%, moins que de l'asphalte. L'hémisphère arrière est d'un blanc éclatant, avec un albédo de 50 à 60%, presque comme de la neige fraîche. Le contraste est si extrême que Japet semble avoir été peint. Les scientifiques expliquent aujourd'hui cette apparence bicolore par un mécanisme de rétroaction. Il y a probablement environ 1 milliard d'années, l'hémisphère avant a commencé à capturer du matériau sombre provenant de l'anneau extérieur de Saturne, le soi-disant anneau de Phébé, nommé d'après le satellite lointain Phébé, qui produit cette poussière. Le matériau sombre absorbait davantage de lumière solaire, réchauffait la surface et provoquait la sublimation de la glace d'eau. La glace s'évaporait et se recondensait du côté plus froid et plus clair. Le côté sombre devenait encore plus sombre. Le côté clair devenait encore plus clair. La rétroaction positive a fonctionné pendant 1 milliard d'années jusqu'à créer le contraste extrême que nous observons aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus étrange chez Japet. Le plus étrange, c'est la crête. Le long de l'équateur de Japet court une chaîne de montagnes, longue de 1300 km, large de 20 km et haute de 20 km. 20 km, c'est presque 4 fois la hauteur du Mont Blanc. C'est la 3e structure montagneuse la plus élevée de tout le système solaire, et elle suit exactement l'équateur, comme si quelqu'un avait mis une ceinture au satellite.
Cette crête donne à Japet la forme d'une noix, et personne ne sait avec certitude comment elle s'est formée. Imaginez une montagne aussi haute que 4 fois le mont Blanc, qui courait sans interruption de Brest à Marseille, parfaitement alignée sur l'équateur d'un satellite glacé à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. C'est absurde. C'est réel. Il existe plusieurs hypothèses. L'une dit que Japet tournait autrefois beaucoup plus vite, peut-être une rotation toutes les 16 heures. À cette vitesse, le satellite se serait aplati et le matériau se serait accumulé à l'équateur. Lorsque la gravité de Saturne a ensuite ralenti la rotation jusqu'aux 79 jours actuels, la croûte avait déjà suffisamment durci pour que la crête reste en place. Un bourrelet équatorial fossile datant de l'époque où Japet était jeune et turbulent. Une deuxième hypothèse propose que Japet possédait autrefois son propre anneau, dont le matériau retombait progressivement sur la surface et s'accumulait le long de l'équateur. Une troisième théorie suggère qu'un impact géant a créé des débris, qui sont brièvement devenus un satellite du satellite, un sous-satellite. La gravité de Japet a progressivement déchiqueté ce sous-satellite en un anneau, dont le matériau est ensuite retombé sur l'équateur. La crête est couverte de cratères, ce qui signifie qu'elle est très ancienne, presque aussi ancienne que Japet lui-même. Et nulle part ailleurs dans le système solaire, rien de semblable n'existe. Chaque satellite, même le plus petit et le plus anodin en apparence, porte en lui un mystère. Mimas cache un océan dont personne ne soupçonnait l'existence. Hyperion culbute de manière chaotique dans l'espace comme une éponge ivre. Japet possède une chaîne de montagnes qui ne devrait pas exister. Mais toutes ces découvertes sont liées par un seul nom, une seule machine, une seule mission qui a duré 13 ans et qui a changé tout ce que nous savions sur Saturne. Cassini. Le 15 octobre 1997, depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, une fusée Titan 4B a décollé avec une charge qui allait transformer la science planétaire. La sonde Cassini, nommée d'après Giovanni Domenico Cassini, qui, au XVIIe siècle, avait découvert la division dans les anneaux de Saturne, et son passager Huygens, nommé d'après Christian Huygens, qui avait découvert Titan. Le voyage vers Saturne a duré 6 ans et 276 jours. Cassini a dû survoler 2 fois Vénus, une fois la Terre et une fois Jupiter, pour accumuler une vitesse suffisante grâce aux manœuvres d'assistance gravitationnelle. À l'époque, aucune fusée n'était capable d'envoyer une sonde de 5600 kg directement vers Saturne. Le 30 juin 2004, Cassini est arrivé. Après presque 7 ans de voyage, après avoir parcouru 3,5 milliards de kilomètres, elle a effectué une mise à feu de 96 minutes de son moteur principal, a ralenti et s'est insérée en orbite autour de Saturne. Imaginez la précision requise. Une sonde lancée depuis la Terre devait arriver à un endroit précis de l'espace, à un instant précis, avec une vitesse précise, après un voyage de près de 7 ans. La moindre erreur de calcul, le moindre dysfonctionnement, aurait envoyé Cassini se perdre dans le vide interplanétaire. Mais tout a fonctionné. C'était la 4e sonde à visiter Saturne, après Pioneer 11 et les 2 Voyager. Mais c'était la première à rester. Et elle est restée 13 ans. Cassini était un projet conjoint de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale italienne. Le coût total de la mission a atteint 3,5 milliards de dollars. Elle embarquait 12 instruments scientifiques, des caméras capables de photographier dans différentes longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge, des spectromètres de masse qui analysaient la composition des gaz et des particules, un système radar qui a traversé l'atmosphère épaisse de Titan et cartographié sa surface, des magnétomètres, des détecteurs de poussière cosmique, des spectromètres. En 13 ans en orbite, Cassini a effectué 300